Faire du recrutement, c'est pas simplement trouver des candidats, trouver des mandats et faire en sorte qu'il y ait une rencontre, mais c'est accompagner un client dans une recherche, un candidat également une recherche, mais de défis, de challenge. Aujourd'hui, quand on dit que les gens partent d'un poste 80% à cause du manager ou de l'équipe, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur travail, c'est parce que l'environnement il n'est pas adéquat. Je suis pas là pour les forcer à accepter un rôle, mais je suis là pour les accompagner, que la décision elle soit la plus qualitative et qu'elle soit épanouie par la suite. C'est un métier où on faut être très humble, il faut toujours se remettre en question et faire mieux, donc c'est pas grave l'échec, mais il faut en tirer des leçons. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi Morgane. Bonjour Léo. Comment tu vas ? Très bien. T'as passé, il fait chaud aujourd'hui à Genève pour enregistrer. Les gens sont tous dehors. C'est marrant, j'ai vu des gens même qui se baignaient sur un pont en arrivant. C'est normal de faire ça? Oui, ils sautent dans le Rhône, ils se laissent dériver pour voir jusqu'où ils vont. Ok, d'accord. C'est ok, c'est logique. C'est Ouais, pas des gens, c'est des gens logique. bizarres quoi. Non. Mais c'était rigolo parce que tu roules, t'as des voitures, t'as des bus et d'un coup t'as genre 5-6 personnes qui sont là et qui sautent du pont. Je suis là, genre, qu'est-ce que font ces gens? Tant qu'ils le font sans trop d'alcool, ça marche bien, parce qu'on a malheureusement des gens qui se noient chaque année Wow. en faisant ça. Donc à cette heure-ci, c'est ok, et en fin de soirée, c'est moins Ok. adapté. Ouais, je comprends. C'est pas le même délire quoi. Mais trop cool. Bah ravi d'être dans tes beaux locaux. Merci. Avant de du coup qu'on commence, tu vas te présenter etc. Et on a un sujet très chaud aujourd'hui. Alors c'est un mot. Enfin, le thème de l'épisode, ce sera un mot en franglais, donc les gens vont pas aimer. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas, genre parler de nurturing, employer branding, tout ce qui était en anglais, d'en parler de Drive, sans parler de Google Drive. C'est pas un sponsor ni de OneDrive. Quoique, on pourrait faire un lien, mais ça serait bizarre. Du coup, pour commencer l'épisode, question très classique. Est-ce que tu pourrais en aller 2 minutes te présenter, Morgane, et me dire qui tu es? Avec plaisir, Léo. Alors, je m'appelle Morgane, j'ai 36 ans, je suis originaire de Haute-Savoie. J'ai fait mes études entre la Haute-Savoie et la Suisse, et je suis partie ensuite à Reims, en région de Champagne, Ok. pour faire une école de commerce française. J'ai ensuite eu la chance de faire une année de stage à Paris dans le marketing, un Erasmus en Italie, et puis je suis revenue dans ma région d'origine parce que je fais beaucoup de sport en montagne et que c'était quand même assez agréable de faire du ski et d'aller dans le lac l'été. J'ai rejoint Cheverton Professionals, donc la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, en janvier 2022. C'était un projet qui était récent en Suisse romande, start-up, profil très entrepreneurial. Et on m'a laissé la chance de créer la division ressources humaines, donc pour faire du recrutement de cadres RH en Suisse. Donc tu fais ce qu'on appelle c'est quoi rec to rec un peu, enfin HR to HR. Tu recrutes que des profils RH, enfin principalement des profils RH. Profil RH Ok. pour les entreprises, donc Ok. qu'on soit international, local, des ONG, du médical, tous les secteurs d'activité en Suisse romande. Trop bien. Tu aurais genre 2-3 exemples de missions récentes que tu aurais staffées et qui seraient pas confidentielles pour voir à peu près les types de missions que tu vas avoir? Alors, ce qui est confidentiel, c'est les entreprises, évidemment, mais Ok. des postes de directeur ressources humaines groupe pour des entreprises internationales, des postes qu'on appelle HR Business Partner pour des structures dans l'horlogerie, par exemple. Ok. Et puis encore récemment, un profil de Talent Acquisition spécialiste pour une société Ok. dans le médical. Donc des experts métiers, des généralistes, c'est plutôt des managers, dirigeants, dirigeantes qui vont être dans des codir ou quoi. Trop bien. Exactement. Merci pour ça. Et tu parlais de sport. T'es plutôt ski fond, ski de piste? Alors, ski de Rando? piste, ski de Ouais. piste, escalade, Ouais. et puis du wake, Ok. surf sur le lac et surf en océan chaque année quand j'ai l'occasion d'y aller. Oui, j'ai l'air, c'est un peu loin Un quand même peu l'océan. loin, effectivement. Pour le coup, c'est le seul truc que t'as pas, genre en Savoie, Haute-Savoie, Suisse, t'as pas d'océan quand même. Il est loin. Enfin, Alors, on n'a faut pas le vouloir. d'océan, mais on a une magnifique piscine à vagues en Valais, à Sion, qui s'appelle Ah, ça Alagabay. reproduit, c'est ça le Et surf? ça Ouais, reproduit trop bien. une vague éternelle dans une piscine. Donc ça, Trop c'était un stylé. endroit C'est bien sympathique. ça, enfin, toi qui fais du surf, ouais, ça Alors, c'est pas reproduit. vraiment la même chose parce que t'as pas l'horizon, tu peux pas voir les Hmm. vagues qui arrivent de loin et t'as pas la plage comme repère. C'est une eau douce aussi, c'est Ok. particulier d'avoir du chlore dans une eau normalement qui est salée, mais ça permet de s'entraîner et puis de changer un peu les idées au milieu des montagnes. Le spot est magnifique. Trop chouette. Bah écoute, super. Ouais, c'est complètement hors sujet, mais je trouve ça intéressant. J'ai deux questions que je pose à chaque invité de la saison 3 de Tam Tam. La première, c'est une utopie du recrutement. Pour toi, elle ressemblerait à quoi? Genre un monde idéal, un monde parfait? Je pense que pour faire notre métier de la manière la plus idéale possible, il faudrait être dans un monde ultra transparent
où les clients nous donnent 100% des informations sur les enjeux d'un poste et où les candidats s'autorisent à nous partager leurs véritables aspirations sans essayer de faire matcher en fait leur profil avec un rôle en particulier. Donc Ouais. vraiment un entretien exploratoire parfait où chacun est en capacité de donner tous les éléments et où le client va aussi te donner les éléments négatifs du poste. Alors certains le font très bien et ça permet d'être meilleur dans le ciblage. Mais voilà, la transparence dans ces métiers-là, c'est vraiment ce qui nous permet à nous, intermédiaires, pivot finalement de la fonction, d'avoir toutes les cartes en main. Ouais, trop chouette. C'est vrai que ce serait ouf. Et souvent, chacun joue un rôle, entre guillemets. Les candidats vont enjoliver les choses, les employeurs aussi. Et toi, ton rôle, pour le coup, en tant qu'intermédiaire, c'est s'assurer qu'il y ait moins d'enjolivage possible. Et voilà, en gros, je sais pas si tu prends un enjoliveur d'un pneu, tu vas l'enlever pour être vraiment au C'est ça. milieu. Genre, ok, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Quel est ce type de caoutchouc? Trop bien. Est-ce que tu as inversement un sorte de coup de gueule, un truc où tu es un peu en colère, sur le recrutement? Alors colère, non. Je pense que pour appuyer mon point précédent, la communication et la confiance en fait qu'on peut créer dans les échanges, c'est vraiment hyper important. De nouveau, client, candidat, peu importe, Ok. c'est ce qui va permettre de créer une relation pérenne, de satisfaire les besoins de tout le monde. Et le but, c'est pas de forcer des gens à accepter des candidats ou des candidats à accepter des postes, mais voilà, d'être efficace et efficient dans notre travail et que chacun s'y retrouve à la fin. Trop bien. Écoute, super, je prends. C'est bien de ne pas être trop en colère non plus. Le jour, je sais plus quel enregistrement, quelqu'un qui disait, moi j'ai trop de trucs que je suis énervé. Il y a un épisode entier sur ça. Je fais, bah non, justement, c'est pas le principe. Trop de colère. Cool. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait parler du drive. Alors, et avant qu'on commence, toi, parce que c'est un mot qui peut tout dire et rien dire, on peut tout mettre derrière. Avant qu'on dépile ce qu'on avait préparé ensemble, c'est quoi ce terme pour toi? Quand on a parlé ensemble, tu m'as dit, moi je veux parler du drive. Je t'ai regardé avec des grands yeux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ta définition un peu de ce truc-là avant qu'on passe au reste? Alors effectivement, le drive pour moi c'est essentiel dans notre métier. On se pose souvent la question, ou des personnes qui connaissent pas notre rôle nous disent qu'est-ce qu'il faut pour être un bon recruteur. Alors, je sais pas si je suis une bonne recruteuse aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'une des compétences importantes, c'est le drive. C'est-à-dire que faire du recrutement, c'est pas simplement trouver des candidats, trouver des mandats et faire en sorte qu'il y ait une rencontre, mais c'est accompagner un client dans une recherche, un candidat dans également une recherche, mais de défis, de challenge. Et pour que cette rencontre se fasse, eh ben, il faut, du début à la fin du processus, driver les choses, et les faire avancer, les accompagner. Et si on accompagne bien, bah, les choses vont bien se passer, et donc la rencontre va se faire. Trop bien. Ouais, et donc c'est ça. Et ça se fait du début à la fin du process. Et du coup, c'est là où c'est ce qu'on s'est dit on allait en parler. Ça commence dès le début. Ça commence dès ce fameux poste de brief. On appelle ça le kick-off. Je sais qu'on dit les séances en Suisse, c'est pas des réunions. Parce que tu appelles ça comment? Du coup, c'est une séance de cadrage, une séance de Séance de lancement? qualification ou un pitch. On parle de Ok, pitch de client. pitch. D'accord, ok. Pitch client, séance de qualification. Oui, donc c'est marrant, il y a plein de termes. Je pense que tu pourrais combiner, il y a au moins une dizaine de termes différents pour dire la même Exactement. chose. Comment tu fais ça bien? Alors, il faut déjà avoir l'objectif principal, l'objectif du brief client ou manager ou RH. Ça va être d'identifier le profil qu'on recherche en termes de compétences techniques, donc les hard skills, et compétences personnelles, donc les soft. Les soft skills, elles sont liées au rôle en lui-même, donc par exemple la capacité d'écoute et de négociation si on est en train de rechercher un profil sales. Si on est un profil plutôt finance, comptabilité, ben ça va être plutôt peut-être la gestion des délais, la rigueur dans ce qui va être fait. Mais elles répondent aussi à une dimension liée au poste, qui sont le manager, les membres de l'équipe. Si on recrute un profil finance dans une équipe qui ne communique pas beaucoup et qu'on a un comptable qui est extraverti, qui a besoin d'avoir un environnement hyper ouvert, où les gens font des blagues, rigolent, prennent des pauses café régulièrement et autres, ben, c'est peut-être pas le bon endroit où envoyer ce candidat. Donc ça va être important de comprendre qui est l'équipe, quelles sont les attentes et l'environnement de ces personnes-là, et comment fonctionne le candidat, parce que même si on imagine qu'un comptable est forcément, comme on dit parfois, un taiseux et est dans ses chiffres, c'est pas toujours le cas, et heureusement. Oui. Et donc, c'est ça aussi notre travail, c'est de comprendre qui sont les personnes, quelle est leur façon de communiquer, leur caractère, pour les mettre dans la bonne équipe avec le bon manager. Ça, c'est relativement peu fait, je trouve. Enfin, tu vois, moi, je le vois en formation chez les centaines de clients qu'on a pu avoir. Souvent, justement, on fait des briefs assez courts. On est beaucoup sur les compétences et on est moins sur ça. Comment t'expliques le fait qu'on pense pas forcément toujours à ça, tu vois? Parce que aujourd'hui, on est dans un fonctionnement où un cahier des charges, ça semble être un peu le sésame. Je vous envoie le cahier des charges, trouvez-moi les candidats.
très bien, c'est une bonne base, hein, il en faut, mais c'est pas ça qui va permettre de l'adéquation avec le candidat ou le futur collaborateur. Ça suffit pas. Et aujourd'hui, quand on dit que les gens partent d'un poste 80% à cause du manager ou de l'équipe, ben, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur travail, c'est parce que l'environnement il est pas adéquat. Donc c'est vrai que c'est important. J'ai eu un exemple encore hier matin de pitch de rôle Ouais. avec un client où à un moment j'ai demandé à la manager qu'est-ce qu'il faut comme soft skills pour travailler avec vous. Elle m'a dit, bah, c'est une question compliquée. Parce qu'elle s'y Il en faut était... beaucoup, hein, parce que je suis vraiment très relou. Quoi? Non, parce qu'elle n'avait pas anticipé cette Bien question, sûr. parce qu'on a parlé effectivement des compétences techniques, des projets, etc. Mais je lui ai dit, moi, je vais vous recruter un humain, en fait. Donc, si le recrutement est pérenne et que ça fonctionne bien avec vous, c'est parce que ça va matcher avec vous. Et elle m'a dit, effectivement, on va être dans le même bureau. Mmh. Donc, au quotidien, il va falloir Ok. que ça marche. Et donc là, elle a commencé à me dire comment elle fonctionnait, son management, le type d'équipe qu'il y avait. Et je pense que ça, va faire toute la différence dans mon recrutement à venir. Trop bien. T'aurais d'autres éléments comme ça pour bien réussir, du coup, ton pitch? Mhm. Je pense que une chose qu'on ne pose pas forcément comme question, parce que ça peut paraître un peu banal, c'est la place de travail, mais physique. Ok, C'est-à-dire l'emplacement, ouais, l'emplacement ok. où on travaille. Ok. Est-ce qu'on est sur un open space? Est-ce que c'est un poste qui est 100% en télétravail? Est-ce que l'environnement il est calme ou est-ce que c'est très vivant? Je me souviens avoir recruté une personne, je ne lui avais pas indiqué qu'on travaillait en open space, c'était pour un cabinet dans lequel j'étais avant et c'était pour notre équipe. Elle avait l'habitude de travailler dans un bureau fermé et en fait son intégration s'est mal passée parce Ça que lui chaque fois plaisait qu'elle était au pas. téléphone, ses collègues écoutaient et après rebondissaient dessus alors de manière complètement constructive, hein, en disant ah j'ai entendu que tu avais eu cette personne au téléphone, je la connais, etc. Et elle se sentait épiée, écoutée et elle n'avait pas cette intimité, ce calme et finalement elle est partie. Et alors qu'elle travaillait bien, qu'elle avait des résultats, mais elle s'est pas sentie bien à cause de ça. Et je me suis dit, ben, c'est finalement mon erreur, parce que dans ma phase de recrutement et de compréhension de son besoin, je ne suis pas allée évaluer ça, et ça a manqué après sur la partie onboarding. Et un autre exemple qui était assez incroyable, client cette fois-ci, je suis Ok. allée rencontrer un client qui était une entreprise assez magnifique, tout était en marbre, 5 mètres de plafond, etc. Il recherchait une personne pour l'équipe finance. Et à la fin, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me montrer les futurs bureaux du collaborateur? Et on est descendu dans une cave. Et en fait, l'endroit était magnifique pour recevoir les clients, mais toute l'équipe administrative back-office était au -1, sans fenêtre, Oh. dans le noir. Et ben, quand j'ai fait du recrutement, je peux te dire que j'ai posé la question aux gens, qu'est-ce qui est important pour vous en termes d'environnement de travail, de place de travail? Tous ceux qui m'ont répondu, il faut que ce soit lumineux, j'ai Ah besoin bah, next. de voir la nature derrière, j'ai su que ce serait pas leur rôle. T'as trouvé quand même, finalement, pour ça? Bah, Ouais. j'ai fini par trouver des personnes Ok. qui avaient travaillé dans des établissements où il n'y avait pas forcément de Ok. lumière et c'était OK. Moi, je suis un vampire, je veux surtout pas avoir de la lumière sur ma peau, sinon je brûle. Exactement. Ok, trop bien. Trop cool. T'as un troisième élément sur ça avant qu'on passe à autre chose? Effectivement, à chaque fois que je parle avec un client, j'anticipe les questions des candidats. Mhm. Parce que je les connais bien, les candidats, et je sais un petit peu ce qu'ils vont demander. Et par exemple, pour les rôles de DRH, qui sont des postes particuliers qui ont des questions sur la gouvernance, comment c'est organisé au niveau du comité de direction, etc. J'ai eu un rôle où la personne qui recrutait était le CFO et il m'a indiqué que cette personne allait lui reporter. Et ceux qui connaissent les RH qui les côtoient régulièrement savent qu'en général, ils n'ont pas envie de reporter la finance. Non. C'est pas là qu'ils veulent placer C'est pas un bon message, ouais, des fois. Exactement. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais je vais présenter ça à mes candidats, ils vont me rire au nez, et vont me dire, mais Morgane, jamais de la vie, tu m'envoies là-bas. Donc, j'ai challengé le client, en fait, pour comprendre la place de ce poste au sein de la société, pourquoi la personne ne serait pas au comité de direction, et pourquoi elle n'avait pas reporté au CEO. Et finalement, le CFO m'expliquait qu'à moyen terme, il allait être nommé, en fait, co-CEO, et donc la personne reporterait finalement la direction. Ok. Donc c'est Donc transitoire. c'était transitoire. Ok. Et ça m'a permis, en présentant le rôle au candidat, d'anticiper et de les embarquer, alors qu'au départ, ils m'auraient dit que non. Bah, merci pour ça. Et en vrai, tu as raison de bien cadrer tout ça lors de ton pitch. Est-ce que à tous les coups, tu as le droit de me dire non, hein, mais tu as une sorte de méthode? Moi, j'aime bien les frameworks, les modèles, les templates. Ah, encore des mots en franglais. Pour identifier du coup le drive de tes clients. Alors effectivement, on peut parler de la méthode, si on veut, framework direct. Donc Ok. C'est toi qui l'as direct, inventé? pourquoi? Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, Tu peux j'aimerais dire que bien. c'est toi qui l'as inventé. Oui, je l'ai inventé C'est toi qui l'as inventé. dans une nuit blanche. J'ai pris mon stylo et j'ai réfléchi et j'ai Donc, couché sur le papier cette parfait. magnifique méthode Donc que la je méthode vais directe par te Morgane. présenter. Donc le D, on va appeler ça douleur ou pain point. En gros, qu'est-ce qui fait souffrir actuellement l'organisation, l'équipe du client?
Par exemple, on est sur une phase de surcharge de travail, on a eu un départ imprévu, on a eu un échec pour un recrutement précédent, il y a une pression business, etc. Et donc la question type va être, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce poste maintenant? Voilà, vraiment comprendre l'origine du besoin. Ok. Le I, ça va être ce qu'on appelle l'intention stratégique. Donc quel est l'objectif business ou stratégique derrière ce recrutement? Par exemple, on est en période de croissance, on veut diversifier, on veut monter en gamme, il y a une transformation digitale, il y a l'IA qui arrive, si on veut être sur un sujet Ouais. assez actuel. Donc la question type, par exemple, où voulez-vous que cette personne vous amène dans 6 mois, 1 an, pour La accompagner stratégie, ouais, la trop bien. stratégie de l'entreprise. Trop bien. Le R, ce serait les risques perçus. Quels risques l'entreprise veut éviter avec ce recrutement? Par exemple, des erreurs de casting, l'instabilité dans l'équipe, la perte d'un client clé, etc. Question type. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal, c'est ça? Exactement. Hmm. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce recrutement? Hmm. Quels sont vraiment les enjeux et voilà, qu'est-ce qui fait que ça se passerait pas bien? Le E, ce serait pour les enjeux humains et culturels. Donc la question autour de la culture interne et quel type de personne peut s'épanouir. Ça reprend ce que je disais précédemment. C'est pas que des hard skills, mais il faut un être humain avec toute sa complexité. Clairement. Donc les questions à poser, qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur réussit ou échoue chez vous? Parce que si on a un exemple aussi de personnes qui a échoué, ben, ça va permettre d'identifier si les candidats qu'on rencontre peuvent s'associer à ces personnes-là. Trop bien. Le C, on serait sur les croyances du client. Donc, quelles convictions le client a sur le recrutement, le marché, le type de profil. Les retours classiques, ben, si la personne elle est au chômage, c'est que c'est pas le bon profil. Parce que les bons profils ne cherchent pas. Oui. Alors, on va déconstruire ce biais cognitif et se dire que c'est pas parce qu'on s'est retrouvé sur le marché de l'emploi qu'on est une mauvaise personne. Ça arrive à tout le monde. Et j'espère que ces personnes, un jour, ça leur malheureusement arrivera pour qu'ils comprennent que ça peut être structurel et c'est pas forcément parce qu'ils sont un mauvais collaborateur. Ou il faut absolument quelqu'un qui vient d'un grand groupe. Le classique. Ok, pourquoi Ou pas, du même secteur ou d'activité. du même secteur d'activité, Ouais. etc. Donc les questions vont être sur les compétences qui sont non négociables ou les qualités et ce qui va être secondaire. Donc nous, dans notre drive aussi, on va pouvoir à un moment faire un état des lieux des profils qu'on trouve et dire par rapport à vos critères initiaux qu'on a respectés, on trouve pas. Et si on trouve pas, vers quoi on peut s'orienter, sur quelles qualités ou compétences on peut en tout cas faire l'impasse. Et finalement, le T, donc ce serait ce qu'on appelle timing et tension, tension, l'urgence en fait du besoin. Quelles conséquences si on n'arrive pas à recruter? Par exemple, remplacer un directeur général avant un audit, à un moment où il faut sauver un contrat ou réduire encore le turnover, avec la question type, que se passe-t-il si le poste n'est pas pourvu dans 2 mois? Merci pour cette méthode directe qui est copyrightée Morgan, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc si toute personne l'utilise, elle te doit des royalties. Tout à fait. Donc on mettra ton RIB en copie de l'épisode où ils peuvent te verser du coup. C'est combien par usage en francs suisses du framework? On est sur 5 francs par Ça lettre. Va, c'est sympa. Ok, par lettre. Oui, Ok. oui. Donc si tu utilises que 2-3 lettres, ça reste. Ça va. Ok, ça marche très bien. Bah, écoute, super. Et est-ce que quand on préparait l'épisode, tu me disais des fois, parce que tu as un cap de recrutement, mais pas que, et des fois tu me dis qu'il y a des clients qui viennent te voir en mode j'ai besoin d'un recrutement et tu te rends compte qu'il faut autre chose. Tu as des exemples de autre chose que tu proposes où en fait les clients pensent que c'est juste un recrutement, mais finalement il y a d'autres petits trucs. Exactement. Alors finalement, dans la découverte du besoin, on va essayer de comprendre pourquoi le poste est vacant. Et effectivement, on peut s'apercevoir pour un cas client que le poste il est vacant tous les 6 mois. Parce que finalement, les collaborateurs ne restent pas. Donc on va se poser la question, pourquoi? Est-ce que l'intérêt du poste, il n'est pas là? Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est le salaire? Donc idéalement, en fait, il faudrait pouvoir faire un audit de la situation. Et nous, ce qu'on va pouvoir proposer, ça c'est autre chose que le recrutement, finalement, c'est un assessment interne. On peut recruter de nouveau et dans 6 mois, recruter de nouveau. On va finalement gagner peut-être beaucoup d'argent grâce à ça, mais nous, c'est pas notre vision. On aimerait être un peu plus qualitatif pour que le client se retrouve pas dans ces situations 2 fois par année. On fait donc par exemple, j'ai parlé de l'assessment Hogan 360 qui va permettre de comprendre comment le manager ou la direction est perçu dans l'entreprise. Cette personne va être analysée par ses pairs, les N+1, les N-1 et les autres clients internes. Donc ça, c'est une prise de hauteur finalement sur une personne ou une équipe et autres, qui va permettre d'avoir des retours et donc se poser les bonnes questions aussi stratégiques à l'interne. Qu'est-ce qu'on fait dans cette équipe et ce poste? On propose également des formations de leadership pour accompagner les managers, parce que régulièrement, malheureusement, les personnes montent
en compétences ou en tout cas en poste, mais n'ont pas de formation Oui, en préalable. le classique. Le classique, l'expert qui devient manager, C'est mais qui ça. n'a pas été formé, et derrière, ça cascade sur les équipes en dessous, et il y a des départs, etc. Donc les formations en leadership, c'est Trop bien. très important. Et également sur la partie offre, quand les personnes partent parce qu'elles ont une meilleure offre à côté, nous, ce qu'on peut proposer, c'est finalement aussi un benchmark salarial au client, lui remonter l'information marché pour qu'il puisse aussi réfléchir à sa politique salariale. Parce que s'il loue son poste aux mêmes conditions, mais qu'il est vraiment en dessous au niveau du marché, les personnes ne vont pas venir. Donc elles ne vont pas quitter un poste. Clairement. Et si elles n'ont pas de poste et qu'elles viennent, elles vont être recrutées, chassées dans quelques mois, quelques années, et elles partiront quand même. Donc Oui. ça, c'est important d'être aussi pour nous des conseillers, des consultants avec l'information marché que le client n'a pas forcément. 100%. Oui, tu peux, parce qu'il y a des choses qui existent en ligne. Je sais qu'en Suisse, il y a JobCloud qui fait un bon boulot là-dessus sur des benches, mais c'est pas suffisant des fois. Et du coup, tu as plus d'infos parce que tu as les infos un peu cachées des entreprises et des candidats. Et donc, c'est là, des fois, l'avantage d'un câble là-dessus. Et il faut pas oublier que toutes les études en Suisse, c'est le cas en France, c'est le cas en Europe, montrent que le salaire, c'est la cause numéro un pour rejoindre une boîte. Enfin, c'est la raison qui te fait rejoindre une boîte, c'est surtout la raison qui te fait la quitter. Si t'es pas assez bien payé, tu cherches ailleurs. Et donc, en effet, comme tu dis, si des gens partent régulièrement parce qu'ils sont soit mal payés, soit mal managés, soit autres, c'est cool de pouvoir aider à ça. Et même si ça serait rentable pour toi de remplacer tous les 6 mois, après les gens ils se disent bah non, ma flemme en fait, pas que ça à faire. Bah, trop bien, merci pour ça. Il y a un truc qui est dur quand tu fais du recrutement, que tu sois en interne ou que tu sois un cab, c'est de, comment je dirais, faire en sorte que les candidats aient envie et soient motivés, soient drivés du début à la fin. Comment tu fais ça? Comment, admettons, je suis un candidat, tu m'appelles pour la première fois, comment tu me vends un job idéalement, efficacement? Alors, pour vendre un poste, entre guillemets, à un candidat, tout classique, on va partager déjà un cahier des charges qui va permettre au candidat de juger la seniorité attendue. Effectivement, si on parle d'une expérience de 3 ans et que j'ai un manager de 45 ans, il va peut-être se dire ça semble un peu junior dans les attentes. Donner le maximum d'informations sur l'entreprise, de nouveau, la culture, les enjeux business, les transformations actuelles à venir. Alors, moi, forcément, je recrute des profils RH assez capés. Oui. Donc, eux, ils vont avoir un impact direct dans ces stratégies. Donc, forcément, c'est des questions qu'ils vont me poser pour savoir où va l'entreprise, les moyens qui vont être donnés. Et puis, nous, on a des ambassadeurs, en fait, de la société pour laquelle on recrute. Donc, si le brief a été bien pris, on aura de nombreuses choses à partager et ça va faire une expérience aussi candidat qui va être positive. Trop bien. Ouais, c'est les à côté dont tu parlais tout à l'heure. C'est bien les compétences, mais il n'y a pas que ça. Il faut vérifier la suite et l'entreprise dans ce qu'elle en parle pas, genre la culture qui est très compliquée en fait au final à pitcher. Donc ouais, je te rejoins là-dessus. Exactement. Ensuite, on va aussi parler de l'équipe de nouveau, du N+1, Ouais, trop bien. parce que l'aspect humain, ça va faire toute la différence. Donc ça, si on n'a aucune information, compliqué. Et ça va intéresser forcément le candidat, parce que moi, si demain on me propose un rôle, je vais savoir quelle est la culture d'entreprise, mais avec qui je vais travailler, au-dessus, à côté. Donc ça, c'est important. Une chose que j'aime bien faire aussi, c'est... Alors, je ne vais pas dire que je prends pas la réponse non, d'un candidat. Commercial, le Wall Street, non. C'est pas dire que je n'accepte pas le non, mais quand des candidats ou des personnes ont des idées reçues, en fait, sur une industrie, par exemple. J'ai des personnes qui m'ont dit « Morgane, je veux pas travailler dans le secteur bancaire. Genre, je commence pas à argumenter, mais si, c'est bien, c'est intéressant. Je dis « Pourquoi ?» Et j'écoute, finalement. Quels sont les arguments, quels sont les biais, quelles sont les idées reçues, quelles sont les expériences, quels sont les partages d'informations de marché. Enfin, il y a énormément de choses qui vont construire cette pensée-là. Et finalement... Une fois que j'ai écouté ces arguments, moi, je vais présenter le projet, je vais présenter la structure, et puis une banque qui a 15 000 collaborateurs ou une banque privée qui en a 150, c'est pas forcément la même chose. Donc, bien sûr. Qu'est-ce qu'on présente, quel est notre projet? Et parfois, l'image que le candidat s'est fait de tout un secteur, le secteur bancaire, il est très différent du projet qu'on a. Oui, tu as raison. Et des fois, les gens s'arrêtent juste à ça, alors qu'en vrai, tu as plein de filiales aussi. Enfin, tu vois, on a formé la filiale de Crédit Agricole qui s'appelle Technology Services. Et en fait, c'est une boîte tech. En fait, ils sont 1500 et en fait, c'est eux qui développent notamment l'application, tu vois, Crédit Agricole. Et du coup, en fait, tu t'imagines pas, en fait, derrière que t'as des tech, t'as des product owners, etc. dans cette banque-là. Et du coup, bah, tu vois, moi, j'avais ce préjugé comme toi sur ça. Et je suis là, secteur bancaire, à quoi ça va ressembler? Et en vrai, c'était génial. Et donc, tu as raison de pousser des fois les candidats. Et c'est pas, comme tu dis, c'est pas pousser et pas prendre le nom.
vraiment, c'est juste leur ouvrir les yeux sur un truc qu'ils auraient peut-être pas en tête. Nous, on a cette chance quand on recrute, c'est qu'on a une bonne culture générale d'entreprise. Je sais pas comment Exactement, appeler ça, tout à tu vois. fait. On sait ce qui se passe, on se connaît le secteur. Souvent, les candidats, enfin, c'est pas leur job de candidater. Enfin, s'ils sont heureux dans leur job, ils vont pas passer leur temps à faire de la veille. Donc, tu as raison là-dessus d'ouvrir tous les chakras de tes candidats, en fait. Exactement, c'est Trop ça, bien. tout à fait. Et puis une dernière chose qui est importante, je pense, c'est d'être transparent sur la fourchette salariale, les bonus, les bénéfices. Effectivement, tu as dit juste Oui. avant, on part ou on va dans une entreprise par rapport au salaire, mais aujourd'hui, il y a énormément de choses au-delà du salaire, ce qu'on appelle le flexible reward, Mhm. qui vont être la possibilité d'avoir une crèche dans l'entreprise, d'avoir accès à une salle de sport, enfin, énormément de choses qui peuvent attirer les personnes. Mais de nouveau, pour ça, il faut avoir creusé le sujet avec le client. Donc si le Bien sûr. client, j'ai pas osé lui poser la question, est-ce qu'il y a autre chose que le salaire? Quels sont aujourd'hui les avantages pour rejoindre votre entreprise? Si on a un groupe, etc., ben, on ne peut pas répondre au candidat et lui expliquer aussi ben, des choses que nous, d'un point de vue, notre regard, de nouveau, comme tu disais, de la connaissance marché, ça va être aussi son employabilité derrière. Mm. Moi, j'ai une personne il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, j'entends que vous ayez un doute là-dessus, parce que c'est pas le dream job, etc., mais en termes d'employabilité, pour la suite, si vous faites Ouais. 3-5 ans dans cette entreprise, sachant que c'est quelqu'un qui était plutôt en début de carrière, ça peut tout changer en fait. Donc ça, c'est important. Et puis, parler aussi de la stabilité du secteur. Il y a plein de personnes qui me disent, mais moi, je veux aller dans la pharma. Ok, mais la pharma, aujourd'hui, ça délocalise, c'est en difficulté. Mm. Donc vraiment, de nouveau, se positionner aussi sur du conseil marché. Et souvent, les candidats, même si on ne retrouve pas un rôle à la fin, ben, d'avoir eu de l'information marché, je pense que c'est précieux. Oui, clairement, et c'est là où, et du coup, c'est une bonne transition à ce que je voulais te poser après, mais tu as un rôle de coach là-dessus aussi, où tu vas, où non seulement tu comprends le drive du candidat, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, comment, pourquoi, et après, ton rôle, c'est de les assister, de les aider, de les accompagner, et c'est un peu la chance que tu as quand tu es un candidat et que tu es aidé par un cab, t'as plus d'avantages, entre guillemets, quand tu es juste un candidat random et que tu vas juste te postuler tout seul. Comment tu fais, toi, pour aider tes candidats? Enfin, tu me disais que c'était un truc que t'aimais beaucoup dans ton métier. C'est vraiment, genre, tu vas pousser des gens, soit qui croient pas en eux, soit qui ont, bah, comme tu dis, qui avaient une croyance sur un secteur ou autre. Comment tu as des exemples concrets de candidats que tu aurais poussé et au début tous les secteurs, enfin peut-être tous les voyants étaient un peu rouges ou quoi, et tu te dis non vas-y j'y vais, je pousse et je vais y arriver quoi. Comment t'aides tes candidats? Alors, comment je les aide? Je les prépare. Donc, avant chaque entretien, je les prépare et je les accompagne pendant tout le processus pour qu'ils se sentent effectivement confiants et qu'ensuite ils partagent leur ressenti. Ça va être important. Leurs doutes, les choses positives, s'ils sont hyper emballés, s'ils se posent des questions, etc. S'ils ont aussi d'autres candidatures à côté, parce que mine de rien, c'est ce que je dis à des candidats, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est simplement si demain vous me dites Morgane, ce processus me plaît, mais j'ai un autre projet à côté. Par contre, je préfère votre projet, mais pour 10 000 francs par année, ben, je vais peut-être partir sur l'autre poste. Ben, peut-être que cette information-là, moi, je vais le partager avec le client. Mm. S'il y a une marge de manœuvre au niveau salarial, on va pas passer à côté d'un rôle pour 10 000 francs, c'est un petit peu Oui. dommage. Donc tout ça, ça va vraiment créer de la confiance, parce que de nouveau, je me positionne comme une partenaire. Je suis pas là pour les forcer à accepter un rôle, mais je suis là pour les accompagner, que la décision, elle soit la plus qualitative et qu'ils soient épanouis par la suite. Donc, des choses toutes bêtes, hein, donner les informations d'accès si l'entretien est en présentiel, expliquer comment sont les lieux, si on est déjà allé sur site. Vous allez arriver, je pense à un client sur la côte qui a une cour intérieure avec des Ok. choses au niveau japonais, etc. Et je vais leur dire, voilà, cet endroit où vous rentrez, c'est hyper zen, il n'y a pas de bruit. Pourtant, c'est des open space dans les étages Oui. et c'est incroyable. Trop Et à bien. chaque fois, les candidats me disent, ah, vous aviez raison, Morgane, je suis arrivée là-bas, c'était hyper calme, c'était zen, je me suis sentie apaisée et ça m'a plu ou pas. Ça dépend du Oui. comportement, Mm. mais si je les ai sélectionnés pour aller dans cet environnement, cette culture d'entreprise japonaise, c'est que techniquement, ça leur convient. Mais voilà. Expliquer aussi qui le candidat va rencontrer, Mm. le type de personnalité, le profil. J'ai un exemple où je recrutais un ou une DRH pour une entreprise et le CEO était connu pour pas être hyper à l'aise dans les relations Ça sociales. arrive. Donc, au lieu de les envoyer un petit peu en entretien en disant bonne chance, je les ai préparés en expliquant que le CEO, il allait probablement être assez froid finalement. Il n'allait Mm. pas sourire pendant l'entretien et qu'il n'allait pas non plus acquiescer après les réponses. Mais que c'était normal en fait, que ça n'aurait rien à voir avec eux. Sur le fait qu'ils soient bons, que les réponses soient OK et qu'ils les apprécient. Et en fait, les candidats, ils n'ont pas été déstabilisés parce qu'ils le savaient en amont. Ils m'ont tous dit, effectivement, Morgane, il n'a pas beaucoup Un peu réagi. la tête de prison. Mais les entretiens sont bien passés parce qu'ils le savaient.
Donc ça, c'est aussi des informations hyper importantes parce que si je dis rien, Bien sûr. le candidat, il passe 1 heure face à quelqu'un qui ne sourit pas et se dit mais je suis en train de raconter quelque chose qui lui convient pas et De fou. ça se passe pas Et bien. puis t'as des gens, enfin, notamment, tu vois, tu parlais des gens qui ont des grosses pauses professionnelles ou qui sont enfin, sans emploi. Ça peut enfin, tu peux penser que c'est toi le problème et du coup toi-même te saboter un entretien. Alors que si tu sais que la personne juste elle est poker face du début à la fin, tu sais que c'est pas toi le problème, donc c'est trop bien. Exactement, c'est important. Alors encore faut-il le savoir, mais Ouais. sur le principe, voilà. Je les prépare aussi sur les potentiels points que le client a relevés par rapport à la candidature. Mhm. Je les partage avec le candidat en leur disant, voilà, cette expérience-là ou cette compétence, etc., vous allez être challengé là-dessus. Donc, on prépare l'entretien. Et pour bien se préparer, moi, ce que je propose, c'est de reprendre le cahier des charges et on note des exemples pour chaque Oui, action, trop bien. projet réalisé avec la compétence hard ou soft qui est indiquée sur le cahier des charges. On prend une méthode, alors on parle de méthode parse, CARS, STAR, il y en a énormément. Je vais parler de la méthode CARS parce que je la trouve facile, ce qui est le contexte, action, les résultats et le skill, donc la compétence qu'on a gagnée avec ça. Et donc, il donne un exemple positif et puis également en cas d'échec dans un projet, parce qu'il y a des échecs qui nous font grandir, donc c'est important de les partager. Comment il aurait pu faire différemment? Et en cas de réussite, est-ce qu'il referait la même chose? Trop Sous-entendu, bien. est-ce qu'il est en capacité de prendre de la hauteur et se poser la question, c'était bien, mais on peut toujours faire mieux. Ouais, t'anticipes en fait les questions qui vont potentiellement leur poser que t'as pas forcément pas en tête parce que tu sais pas la trame d'entretien Exactement. toujours en tout cas de tes clients et du coup là c'est bien comme ça ils sont prêts et normalement ils arrivent pas enfin ils sont pas pris au dépourvu en mode mince j'ai pas réfléchi à une situation et donc leurs réponses sont de leur qualité. Trop C'est bien. ça, il n'y a pas de superficialité, parce que Oui, finalement, les entretiens où on pose des questions d'exemples à donner aux candidats, de projets et autres, ils savent pas répondre. Le client se dit, mais attends, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ça pose des questions, ça met du doute. Alors finalement, les candidats, ils ont ces projets, ils les ont faits, mais ils sont pas préparés, ils ont du mal à les ressortir de manière en plus synthétique, construite. bien sûr. Souvent tu viens de dire tu parlais du mot magique un peu de doute. Comment tu fais quand t'as des doutes? Comment tu les lèves? Comment tu les anticipes? Comment tu fais en sorte que les candidats se disent ok vas-y j'y vais. Alors, pour les doutes, il faut déjà prendre le feedback après chaque entretien. Ce que je dis souvent aux candidats, ça les fait rire, mais comme je dis, quand vous sortez de l'entretien, vous n'avez pas votre conjoint, vous m'appelez moi pour me Je donner suis votre votre feedback. mère. Quoi? C'est ça. Et généralement, s'ils ont entretien de 11 à 12, moi, à midi 5, je suis sur WhatsApp, je regarde s'ils sont reconnectés, puis à midi 15, j'ai pas de nouvelles, je les appelle. Trop bien. Et je vais prendre la température un peu à chaud. Quelles sont les questions qui ont été posées, quels sujets ont été abordés, parce que de nouveau, comme tu disais juste avant, je connais pas forcément en fait la trame d'entretien, je connais pas forcément qui Bien sont les sûr. personnes, etc. Donc, ça me permet aussi de prendre de l'information pour préparer les autres candidats. Donc, les premiers, me donnent beaucoup d'informations, mais chaque feedback, en fait, me permet de préparer aussi les autres personnes. Mhm. J'essaie de comprendre si le candidat a aussi pu avoir les infos qu'il souhaitait, s'il y a des zones d'ombre, pour voir s'il y a des sujets qu'on va pouvoir aborder et prendre en considération après. Idéalement, je prends le feedback candidat avant d'appeler le client. Ok. Ça me Oui. permet d'avoir de la matière. Si mon candidat a été ravi et que le client a des doutes, je vais aller Oui. Tu vas construire pousser. la Ouais. réflexion. En Trop bien. revanche, si mon candidat me dit non, Morgane, je peux pas travailler avec ces personnes-là, et que le client est surexcité en me disant c'est le ou la candidate qu'on va recruter, je dis alors attendez, il y a aussi Parce que d'autres. lui non. Il y a aussi d'autres candidats. On va Ouais. temporiser un petit peu et puis on va mettre en avant les autres profils parce qu'il faut. Mais pour ça, il faut avoir anticipé et avoir pu discuter avec le candidat en amont. Trop bien. Non, en vrai, super. Et c'est vrai que c'est un truc qui est rare. Et tu vois, moi, jamais bossé en cab. Pour le coup, de nous deux, chez Plenty, c'est Elise qui a fait que du cab avant, moi jamais. Et c'est un avantage que t'as parce que en tant que recruteur interne, c'est plus dur de jouer ce rôle. Tu vas jouer le rôle auprès des hiring managers. Tu vas leur demander à tes collègues s'ils sont bien passés, mais déjà pas forcément le temps de le faire. Mais c'est plus simple. Par contre, quand t'es candidat, t'es un peu jugé parti. Alors que toi, du coup, en tant qu'externe, en tant que recruteuse de cab, du coup, t'as entre guillemets, enfin, oui, tu veux placer, donc t'as un intérêt, mais moins direct qu'une entreprise qui va à la fois évaluer et à la fois coacher le candidat, ce qui est bizarre. Toi, tu peux vraiment dire ce que tu penses, tu peux vraiment dire ton avis sur les candidats auprès des clients et les clients auprès des candidats. Et c'est là où c'est un peu chouette et c'est là où ce rôle est important. Donc trop Exactement, cool. ouais. La transparence est effectivement importante. Et puis une dernière chose pour lever le maximum de doutes, c'est Oui. aussi de proposer au candidat de nous partager ses questions Hmm. qu'il a pour qu'on se renseigne de notre côté auprès du client. Je pense à un candidat, alors ça fait 8-9 ans je crois que je l'ai placé, mais c'est vraiment une Ça situation m'a marqué. qui m'a marqué Ouais. effectivement, parce que c'était un rôle sur lequel il n'avait pas encore toutes les compétences, notamment il allait devoir gérer des projets et maîtriser les normes ISO. Mhm. Mais c'était
à horizon 12-18 mois. Mais lui, comme ça a été présenté, comme ils ont adoré le candidat, ils m'ont rapidement parlé de ça. Et finalement, ils m'ont dit, excellent, on va le voir, il va y avoir le directeur général, etc. Et quand j'ai rappelé le candidat, il m'a dit, mais Morgane, moi j'arrête le processus. J'ai dit, c'est-à-dire, vous Oups. arrêtez le processus, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, mais j'ai pas le niveau, ils ont des attentes beaucoup trop hautes, je maîtrise pas la norme ISO. J'ai dit, mais ça, on le sait, c'est affirmé, il n'y a pas de secret, on n'a pas vendu quelque chose que vous n'aviez pas. Et il était vraiment déstabilisé en ayant peur finalement de pas être à la hauteur. Donc je lui ai dit, écoutez, bougez pas, j'appelle le client. Donc j'ai appelé le client, j'ai fait part de ses doutes. Ils m'ont dit, mais Morgane, aucun problème. Effectivement, c'est un sujet qui va venir dans 1 an, voire 2 ans. Ouais, mais on Et il pourra le sera former. accompagné parce qu'il y a Ouais. quelqu'un à l'interne qui va le faire avec lui et il n'y aura aucun problème. Et donc finalement, j'ai pu, grâce à cet échange, le rassurer. Il a poursuivi le process, il a eu le poste et il était ravi après. Oui, les gens se font des films un peu là-dessus et c'est vrai que c'est ouf parce que même quand tu leur dis mais vous inquiétez pas, on le sait, le candidat sa tête, je pense quand même qu'il... Enfin, en plus, beaucoup de candidats malheureusement sont habitués à ce qu'on leur dise non et du coup ils vont beaucoup douter d'eux. Enfin, tu vois, moi, je dis toujours que t'as un rôle sociétal quand tu es une entreprise, c'est de donner confiance aux candidats. Même si tu les recrutes pas, Mm. tu dois toujours leur dire que c'est bien ce qu'ils font, que c'est des bonnes personnes, etc., etc. Et donc c'est trop bien là l'exemple que tu donnes. Il y a un truc qui est dur après et je suis sûr que tu y es confronté tout le temps, c'est de maintenir du coup ce drive en cours de process. Donc tu as fait ton bon boulot avec ta méthode copyrightée directe, du coup tu sais tout de la part de ton candidat, enfin de ton client, tu as fait un bon boulot de préparation du candidat, mais potentiellement ça peut s'essouffler. Comment tu fais pour que ta belle flamme olympique que tu as allumée au début, elle ne retombe pas? Alors, ce qui va nous aider, si le client fait un processus assez construit et rapide, hein, je ne cache pas que si Ce n'est pas toujours le cas. on a 6 mois entre entretien 1 et entretien 2, c'est plus compliqué. Ah bah oui. Mais dans le meilleur du monde où tout est construit, en tout cas suivi du côté client, bah, il faut rester proche et des candidats et des clients. Par exemple, si j'ai un client qui devait me faire un retour pour la fin de semaine et que je n'ai pas eu ce retour parce qu'il n'était pas joignable, peu importe, Mhm. bah, je vais quand même appeler mes candidats ou leur laisser un message pour dire pas de souci, j'ai pas eu de feedback, on se reparle la semaine prochaine. Parce que l'attente, en fait, est insupportable pour le Oui, candidat. grave. Et en plus, il va se dire, bah, ouais, Morgane, elle est gentille, mais elle fait pas bien son travail parce qu'elle m'a pas rappelé. Et moi, ce que je dis aux candidats, c'est que tant que j'ai pas de feedback, je vous appelle pas. Dès que j'en ai un, je vous appelle, mais ça me mange pas de pain finalement de quand même passer un coup de fil et ou laisser un message pour dire je vous ai pas oublié, voilà la situation. Tenir informé, pour moi, c'est hyper important. Ça reste de la communication, c'est clé. Et ça des deux côtés, du coup, candidat et client. Exactement, effectivement, côté client, ce qu'on va faire, c'est des rapports d'avancement. Un client qui nous ouvre un mandat, nous offre l'opportunité de travailler avec lui et qui n'a pas de retour au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le pire, c'est le client qui rappelle au bout d'1 mois en disant vous en êtes où, j'ai pas de nouvelles, ça c'est une catastrophe. Mhm. Bah, il faut qu'on fasse un rapport d'avancement. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé les candidats qu'on ne travaille pas. Donc, faire un rapport d'avancement pour qu'il sache que s'il n'a pas encore reçu la shortlist, on travaille quand même dessus. Lui dire, on est en phase d'identification, on a rencontré, je sais pas, 10, 15, 30 personnes. Pour l'instant, on n'a pas les bons profils, mais voilà un petit peu où on en est, voilà les retours du marché. On lâche rien, il faut un peu de temps. Mais de nouveau, il faut communiquer et laisser le client en confiance sur le fait qu'on travaille effectivement. Trop trop bien. Ouais, ça enfin, c'est plein de choses, des trucs qui te paraissent bêtes, mais que souvent on fait rarement, tu vois, tant côté recruteur interne qu'externe. Et du coup, bah, les candidats, ils oublient, ils passent à autre chose, les clients aussi. Toi, t'es pas content, tu places pas et personne n'est content. Trop bien. Lié à ça, du coup, tu vois, enfin, moi, souvent en formation, les gens me disent, est-ce que du coup, faut que je recrute vite. Enfin, tu vois, moi, je fais tout pour recruter en 1 ou 2 semaines. Et en vrai, est-ce que c'est vraiment entre guillemets, le bon KPI? Donc, c'est le moment. Moi, avec Elise, et on adore les KPI, on adore tout ce qui est mesuré en recrutement. On le fait pas assez. Tant en interne qu'en externe, on mesure pas grand-chose. C'est quoi, toi, pour voir du coup, bah, ce qui marche et ce qui marche pas? Qu'est-ce que tu mesures pour t'assurer que du coup, ton drive soit présent, entre guillemets? Est-ce que t'as des KPI chouchou? Alors, j'en ai d'un point de vue objectif. Oui. Est-ce qu'on se les applique au quotidien? C'est pas forcément le cas, mais il en existe. Donc, par exemple, ce qu'on va appeler le time to hire, donc le délai entre le moment où on a diffusé l'offre et puis la signature du contrat du collaborateur. Le time to fill, le délai entre le Mhm. moment où on a le besoin et la prise de poste, parce que la prise de poste, ça peut être aussi avec un délai de préavis, etc. Donc ça peut prendre 3 mois de recherche et puis 3 mois le temps que le candidat arrive et démarre son nouveau rôle. On peut avoir aussi le nombre de candidats qui ont été qualifiés et par quel canal. Est-ce qu'on a publié des annonces? Est-ce que c'est par notre réseau? Est-ce qu'on a fait de l'approche directe, Mhm. de la recommandation, etc. On peut aussi parler du taux d'abandon, les candidats qui se désistent en cours de process. Donc ça va être... Ça, c'est hyper intéressant parce que
pourquoi ils abandonnent. Est-ce que c'est nous qui avons justement pas fait Bien sûr. le suivi, pas un bon drive? Est-ce que les entretiens ont été trop espacés chez le client? Donc ça, c'est aussi un retour de... On a le cas avec un client qui est assez comme ça. Premier entretien 2 avril et puis entretien 2 4 juillet. Bon, bah, le taux d'abandon à ce moment-là des candidats, il est quand même assez élevé. Est-ce que tu peux le montrer au client en disant, bah Et ça, on va regardez, en l'expliquer fait, au client. et tu peux même le benchmarker en disant, bah la moyenne enfin, soit en général de nos clients, voire même dans votre secteur, il est pas, enfin, pour info, vous êtes à x3 le time to fill, vous êtes à x4 le taux d'abandon, donc il y a un truc qui va pas, quoi. Exactement. Donc ça, c'est de la data Trop importante, bien. effectivement, parce que nous, on est quand même challengés. Donc si à la fin, on n'a pas recruté, il faut qu'on puisse montrer patte blanche en disant, Bien bah, sûr. nous, on a fait le job. Ouais, Il y ouais. a une part Le aussi... problème, c'est vous. de l'autre côté, alors on ne communique pas comme Oui, ça non, mais parce bien que sûr. on se positionne, ça reste nos Faut clients. que tu gardes tes clients quand même. Vous Exactement. êtes des gros nuls, franchement, j'en ai marre de bosser avec vous. Mais Faites un on peut les effort. sensibiliser justement avec la data et ça, Mm. c'est important. La qualité aussi du recrutement, parce qu'on avait l'efficacité, mais on a la qualité du recrutement. Donc le taux de réussite en période d'essai ou le taux d'échec, Mm. nous, on part que sur du taux de réussite parce que tout se passe bien. Il n'y a pas d'échec. Jamais. Jamais. Zéro dans l'histoire Tout de... se passe bien. Et puis on prend le feedback aussi manager-client tous les 3 mois, fin de période d'essai. Nous, on a une garantie Mhm. 6 mois sur nos processus. Donc dans les 6 premiers mois, on est très présent sur le suivi. On l'est toujours après, mais les 6 premiers mois sont hyper importants parce que 3 mois, ça passe très vite. Donc savoir la performance du candidat, ça dépend de son poste, hein, performance, ça veut tout Mhm. rien dire. Son intégration, son adéquation à la culture, etc. Et puis on peut suivre en fait l'intégralité des candidatures qu'on a via ce que nous on appelle un talent mapping. Et donc on va pouvoir analyser l'efficacité de notre recrutement. On monitore aussi la qualité en faisant des points, comme je te disais, à 3, 6, 9 mois, Ok. pour voilà, s'assurer qu'effectivement on ait bien suivi notre Ça, travail. du coup, c'est pas c'est plus enfin, c'est des feedbacks. T'as pas, est-ce que enfin, tu mesures, j'en sais rien, des 0 à 10, des 100% de satisfaction des deux côtés, ou c'est juste plutôt du déclaratif et des verbatim que tu utilises? Plutôt du déclaratif. Si tout à coup on a une personne qui s'est pas présentée ou qui est partie dans les 6 premiers mois, bah là on va essayer de comprendre et puis on va peut-être Ok. revenir sur de la data. En fait, on se rend compte que quand ça marche, les KPI c'est pas important. Oui, bien sûr. C'est quand ça marche pas Il faut analyser qu'il faut pourquoi. comprendre pourquoi. Trop bien. Ouais. Là-dessus, je te rajoute un KPI qui peut peut-être t'aider. Si tu veux le mettre en place, Go, pour le coup, il est pas copyrighté. Je ne demanderai pas 5 francs suisses pour l'usage. Nous, on l'appelle le Quality of Hire. Et enfin, donc, on mesure du coup via c'est le principe des NPS. Ça te parle sûrement, c'est de 0 à 10 à quel point êtes-vous content d'eux, nanana. Mhm. Et du coup, tu mesures à plus 6 mois, tu vas demander au candidat et au manager de 0 à 10 à quel point êtes-vous content en gros de ce choix. Et ça du coup c'est intéressant parce que des fois tu vas avoir des managers qui vont être à 8, ils sont plutôt contents, mais le candidat il est à 3 et donc tu te dis qu'il y a un gros risque et du coup ça permet d'anticiper la suite, c'est en mode bah ok, si t'es pas content, pourquoi, est-ce qu'on peut changer les choses? Non, c'est trop tard, tu pars dans 3 mois, mince, ok. Et t'as l'inverse où des fois t'as des candidats super contents mais le manager non, et le risque c'est qu'il aille pas jusqu'au bout de sa période d'essai ou jusqu'il se fasse licencier au bout d'un moment. Et du coup c'est un très bon feedback qui est un bon complément du taux de réussite en période d'essai que tu peux utiliser. Effectivement. Et du coup, tu demandes, enfin, c'est un NPS, du coup, bah, 0 à 10 côté manager, 0 à 10 côté candidat. Et ça, c'est intéressant pour voir, et mieux vaut prendre plus de temps dans ton time to hire, mais avoir une très bonne qualité à la fin, qu'être super rapide, mais que les gens soient à moitié satisfaits. Mhm. Et, voilà, si tu veux implémenter, go, amuse-toi, et ça va avec ce que tu dis. Et du coup, c'est bien d'avoir le qualitatif avec les verbatim et les déclarations, et du coup, du quanti où tu mets Oui, des chiffres, et effectivement. du coup, tu peux mesurer comme ça la satisfaction. Après, tu peux le mettre par client, par recruteur, recruteuse en interne, par temporalité. Tu peux genre, est-ce que je sais pas, un recrutement en début d'année a plus d'impact qu'un recrutement en été? Enfin, tu peux jouer là-dessus sur des Ok. stats. Et c'est relativement simple. C'est juste de 0 à 10 à quel point êtes-vous content. Mhm. Excellent. Voilà, si tu veux l'essayer, Avec tu me plaisir. dis dans un an quand ça sera Mhm. implémenté partout dans le monde. C'est clair. Good, dernier mot pour la fin. Alors, c'est marrant parce que je te peux parler d'onboarding à la fin d'un podcast alors qu'on devrait plutôt parler. Bon, bref, c'est rigolo. Enfin, quel est ton rôle en tant que recruteuse externe, en tant que CAB, pour t'assurer qu'un onboarding se fasse bien? Tu l'as dit, souvent les gens ils partent relativement vite. Tu as une garantie de 6 mois que tu vas offrir. Tu veux t'assurer que les gens soient contents. C'est quoi un bon onboarding / pré-boarding? Pendant Mhm. notre préparation, tu as utilisé le mot pré-boarding. Tu es une des rares personnes que je connaisse qui utilise ce mot, donc merci. Le pré-boarding, c'est voilà, les 3-4 mois qui se passent entre oui, je prends l'offre et j'arrive. Mhm. C'est quoi tes allez, 2-3 astuces pour faire un pré-boarding / onboarding trop bien? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Je pense que, comme tu dis, soit on a une personne qui est pas en poste et qui va, dans 2 semaines, prendre le rôle. Alors, on va avoir 1 ou 2 échanges, mais ça va être rapide parce qu'on sait que la date arrive rapidement. Par contre, sur quelqu'un, effectivement, qui aurait 2-3 mois de préavis, voire 6, selon les postes, Ouais. il faut être quand même présent sur cette phase entre l'acceptation de l'offre,
phase de démission, parce que moi, j'ai eu le cas en début d'année où une personne avait accepté juste avant Noël un nouveau poste, puis au moment de donner sa démission, elle a une contre-offre. Et là, j'avais pas été très présente, période des fêtes, voilà, beaucoup de travail, Et donc, elle a etc. accepté. Et elle est restée chez son Aïe. employeur. Et comme j'ai pas été très présente, ben, elle me l'a pas dit tout de suite. Et c'est finalement le nouvel employeur qui l'a appris et pas moi. Donc, alors, ça s'est fait Ouais, sur quelques jours, oui. mais quand même, Mais chaud pour ta crédibilité, entre guillemets. c'était pas incroyable. Oui, oui. Quand c'est ton client qui t'appelle en me disant, bah, finalement, votre candidate, elle vient pas, et que t'es pas au Quoi? courant, Pardon? tu te dis, ok, j'aurais pu faire mieux. Bon, c'est comme ça, donc on apprend de nouveau, hein. C'est un métier Ouais. où on faut être très humble, hein. Il faut toujours se remettre en question et faire mieux. Donc c'est pas grave l'échec, mais il faut en tirer des leçons. Donc être plus présent pendant cette phase. Parfois, on a des personnes, j'ai recruté l'année dernière une personne qui était en France, qui arrivait en Suisse et qui déménageait en Suisse. Et donc là, Oui. c'était une phase aussi de déménagement. Administrativement, il fallait tout refaire et je peux t'assurer que d'avoir été présente pour elle, pour toutes ces questions, Bien sûr. Ouais. d'un point de vue RH, intégration dans le pays, comment on fait avec ma voiture, comment je la déclare, mon permis de travail, etc. Ben, c'est pas quelque chose qu'on fait dans le sens, c'est pas un service, mais moi je le fais naturellement et on Bien le sûr. fait facilement parce que ben, ça va permettre de Ouais, l'arrivée se il y fasse a des choses de la bonne manière. différentes. Tu peux être stressé par rapport à ça. Je suis d'accord. Je sais pas sur le vocabulaire, j'en sais rien. Mm. Faut que tu dises 90, sinon après, des petits trucs comme ça, en effet, où du coup, tu te dis c'est bien. Enfin, tu parlais, ouais, tout ce qui est logement et tout. Mais ça pourrait être un service, tu vois, que tu pourrais Mhm. rajouter auprès du client, un accompagnement. Je sais qu'il y a des boîtes, notamment bah, toutes les boîtes, comment tu t'appelles ça, tu sais, qui font Relocation. ouais, du Mm. relocation et qui aident. Il y en a une en tête, j'avais failli bosser pour eux. Je sais plus comment ça s'appelle, mais et du coup, c'est eux leur job 100%. Mm, mm. C'est d'aider justement. Mais là, Alors là, tu ils changes de trouvent pays. les appartements, Ouais, ils ouais, ouais, font un ça va beaucoup service plus qui est loin. beaucoup plus loin que le De mien, fou. hein. Moi, je suis juste. Mais c'est bien du coup de faire ça, tu vois, c'est la petite touche en plus, je pense, si d'autres câbles le font pas, bah, un candidat sera content et c'est peut-être ça qui peut jouer, tu vois, pour du referral demain. S'ils se Mhm. disent, je suis content, je vais envoyer tous mes potes et ex-collègues avec toi, donc c'est la petite touche d'expérience candidat qui vaut. Mm. Bon, Trop bien. c'est de nouveau, il y a de l'IA qui arrive. Si on veut garder notre place et notre Grave. crédibilité, il faut qu'on. Et c'est de Du coup, l'humain, tu l'humain, vois, bien sûr. il est important. Donc, Je sais pas, tiens, je te conseille pas trop ce quartier où tu vas aller parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Si t'es plus nature, va là-bas. Attention parce que cette route, elle est bouchée à telle heure. Donc je te conseille pas entre ton job et entre là où tu veux vivre, c'est pas une bonne idée. Et ça, typiquement, je sais que c'est un vrai problème. Là, je suis en train de me dire, tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais, je me disais, attends, est-ce que je vais arriver à Lausanne à temps ou pas? Parce que le Genève-Lausanne le soir est juste oui, terrible. mais tu seras dans le bon sens. Mais je serais ouais, bah alors j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui quand même vivaient là-bas aussi, des fois bosser. Bon, bref, de toute façon, cette route, là, la une, elle est toujours Oui, bouchée, quoi qu'il il y a les arrive, dans tous les travaux, sens. les Ouais, les accidents, travaux, les parfois. machins. Bref, Le trop bien. reste. T'aurais une dernière tips pour la route en général, c'est peut être sur l'onboarding, mais ce que tu veux, est-ce que tu as un mot de la fin que tu veux rajouter, dernier conseil que tu donnes aux gens qui Bah, nous écoutent? effectivement, pour cette partie d'intégration, on se rend compte que les entretiens, enfin, les phases d'entretien, en tout cas, se passent assez vite. C'est pas parce qu'on a passé 3 à 5 heures, finalement, avec un candidat. 3 à 5, c'est déjà 5 entretiens d'une heure. On se dit, bah, super, on connaît le candidat, on imagine qu'il va bien s'intégrer. Mais on peut également préparer cette arrivée-là. Donc là, de nouveau, sur la partie accompagnement, on peut faire des assessments, mais cette fois-ci à l'onboarding. Donc ce qui va être de nouveau sur... Alors nous, on utilise cet outil, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, mais c'est l'assessment Hogan, où là, tu vas analyser en fait comment fonctionne la personne. Donc c'est driver professionnel, c'est dérailleur aussi, dans quelle situation de stress elle va être en difficulté, etc. Et donc le futur manager, en lisant ce rapport-là, va être en capacité de te dire, OK, si cette personne, par exemple, si elle a pas d'activité, ben, elle est complètement perdue. Au contraire, si cette personne a trop d'activité, elle est complètement perdue. Donc, c'est déjà c'est ça, préparer l'onboarding des collaborateurs et faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà. Donc, pour dire qu'il faut être proche des candidats avant la prise de poste, au moment de la prise de poste. Et moi, j'aime bien me présenter aussi. Parfois, je leur dis, je reste en contact avec vous en support. C'est-à-dire que je suis un peu votre RH externe à qui vous pouvez tout raconter. Si ça se passe pas bien, dites-le moi, en fait. Si vous osez pas le dire à l'interne, parce que vous venez d'arriver, vous voulez pas être la personne qui commence à se plaindre, vous m'appelez, Morgane, voilà, ça se passe pas comme prévu, etc. Parce que ça, je peux peut-être désamorcer des situations. Je peux aussi faire prendre le feedback manager, bien sûr, en gardant la confidentialité du retour du candidat que j'ai placé. Mais je peux essayer de réaligner aussi tout le monde pour faire en sorte que la prise de poste, elle se passe bien et qu'on soit pas sur un échec au bout de quelques semaines. Donc ça, c'est aussi important de se positionner comme ça. Trop bien. Bah écoute, super. Merci pour tous ces conseils. On arrive du coup à la fin. Et du coup, c'est vraiment je pense qu'on est un des derniers épisodes de la saison 3 que j'enregistre. Après, je rechangerai une partie de la structure. Donc, tu sais, une dernière personne à répondre à ces questions. Ma
Ma première question finale est la suivante. Je te le souhaite pas, mais demain, je sais pas, le jour, il y a un avion, je sais plus, là, en Inde, il y a Ah quelques oui. jours qui s'est crashé. Bon, je te souhaite pas ça. Mais disons Merci. que t'as un avion qui se crache, tout le monde survit, mais tout le monde est dispersé dans un archipel. T'es sur ton île toute seule, tu vas attendre, allez, 3-4 mois qu'on vienne te chercher. Parce que t'as plus de batterie, t'as plus rien, Hmm. évidemment, et le temps qu'on trouve tout le monde. Qu'est-ce que t'emmènes avec toi pour passer le temps pendant 3-4 mois? Bon, déjà, tu vas être tranquille, t'auras pas de candidats et de clients qui t'appelleront, le bonheur. Qu'est-ce que t'emmènes avec toi pour t'occuper? Alors, si on est sur le fun, je pense que je prends, je me refais la série des livres Harry Potter, Ah parce ouais, que j'ai eu la chance d'aller à Londres il y a pas longtemps pour trop voir bien. les studios et ça me donnait envie de Ils sont ouf, les repartir studios. 20 ans en arrière. Mm. Quand à 10 ans, j'ai découvert ce Oui. livre et je suis rentrée dans un univers complètement fou. Donc voilà, ça c'est pour le côté plaisir. Et si je veux quand même me dire qu'un jour je vais retravailler, je pars avec le livre Tous des idiots de Thomas Eriksson. C'est un ami qui est formateur de manager notamment, qui m'en a D'accord. parlé. C'est vraiment sur comprendre en fait les typologies de personnalité en termes de couleurs assez classiques. Ok. Et c'est le but, c'est d'arriver à communiquer en fait avec les gens. Donc c'est hyper intéressant et ça permet ben, j'aime bien le mot comprendre parce que c'est en latin c'est prendre avec et si on prend avec les autres, eh ben on va plus loin. Et donc je pense que dans un métier où on est en contact avec des gens, il faut pas être dans le jugement, il faut pas se dire ah tiens cette personne est comme ça, elle est étrange ou autre. On Mhm. est tous étranges pour quelqu'un finalement et donc arriver à déceler les fonctionnements des gens pour les comprendre et vivre avec, je pense que c'est intéressant. Trop stylé, j'aime beaucoup. Je l'ai mis, je l'ai mis dans un petit onglet pour aller me le procurer parce qu'il a l'air plutôt chouette. Je le prendrai au Manor en partant en rentrant. Deuxième question pour toi, est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais entendre parler sur le podcast Tam Tam? Alors, j'ai réfléchi à cette question. Et j'ai trouvé personne Et parce que tous des idiots. voilà, tous des idiots. Non, on avait parlé, la première fois qu'on a échangé, on a parlé d'un club RH que j'ai co-créé avec une collègue ici, qui s'appelle le Talent Managers Club. Et on a eu la chance d'avoir une personne qui est super, qui s'appelle Leila Merval. C'est la responsable recrutement au comité olympique à Lausanne et qui Trop bien. nous a présenté son projet, en fait, un vrai projet sur 4 années sur la diversité et inclusion au niveau du recrutement en CIO. C'était vraiment un enjeu hyper important sur des quotas par pays, etc. Et donc c'est Trop assez intéressant. fou et si elle avait envie un jour de partager ça avec toi, ça serait hyper intéressant. Bah écoute, je prends donc Laila Merval, ne pas confondre avec Marvel du coup. Tu en parlais tout à l'heure de Marvel avant l'enregistrement, C'est ça. t'inverses les deux lettres. Trop bien. Et dernière question pour toi, est-ce que tu aurais du coup un tout dernier conseil à donner, quelqu'un qui recrute et qui nous écoute et qui se dit tiens, je prends le dernier conseil, j'ai écouté jusqu'au bout de l'épisode, c'est Incroyable. exactement incroyable. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, je pense qu'aujourd'hui, moi, ça fait 13 ans que je fais ce métier. J'ai pas placé la moitié de Genève, hein. J'aurais bien aimé, mais c'est pas ça notre métier. C'est pas de faire du volume, c'est plutôt de faire la qualité. Mais je pense que si les personnes qui se souviennent de moi dans toutes ces années-là vont penser en tout cas que je suis quelqu'un qui crée un échange qui est vrai, parce que j'ose challenger dans mes process et les candidats et les clients, pas de manière de défiance, mais vraiment pour comprendre davantage, pour mieux faire mon travail. Et si à la fin le candidat il est pas recruté, parfois j'ai fait des retours en disant c'est pas possible votre présentation, c'est hyper monotone, c'est en visio, j'ai presque envie de m'endormir. Et je leur dis ça, mais d'ailleurs je les coach comment on va faire Oui. différemment. Bah parfois les gens m'ont dit vous m'avez fait un retour hyper dur, mais j'ai pris conscience et j'ai travaillé derrière, j'ai eu un rôle. Donc si chaque rencontre qu'on arrive à faire en sorte que cette personne ait un job sur notre rôle du moment ou pas, s'il se souvient de nous parce qu'on a donné un conseil, parce qu'on a challengé, parce qu'on a été vrai, bah, je pense qu'au moins on a laissé une empreinte et c'est ce que j'essaie de faire dans mon métier. Trop bien, j'aime beaucoup. Le métier de recruteur, c'est laisser une empreinte. Incroyable. Et du coup, bah, tu parles de feedback, t'as sûrement du coup lu le livre peut-être Radical Candor par rapport à ça. Et sinon, je te le conseille, qui est Ok, justement sur comment tu donnes des feedbacks qui sont directs sans blesser la personne. ok, excellent. Bon, après, je te conseille plutôt un résumé. J'espère que après la personne, c'est pas un livre en français de toute façon, mais parce que c'est beaucoup de livres américains où tu répètes la même chose pendant 200 pages. Oui, oui, Ça tient, le résumé suffit. d'accord. Mais c'est très chouette et c'est en lien avec ce que tu dis et ça s'applique beaucoup au recrutement où du coup, c'est un feedback candidat, mieux vaut qu'il soit dur, mais honnête et objectif, qu'un truc un peu fake, ou juste mentir, genre on a choisi quelqu'un d'autre Mm. que tout le monde aime pas et qui fait pas progresser ni tes clients ni tes candidats, donc c'est pas chouette. Trop bien, merci pour tout ce que tu viens de nous livrer comme info, Morgane, c'était très Avec chouette. plaisir. Je précise au cas où il y a des équipes premier degré qui nous écoutent, ce n'est pas breveté ta méthode directe, vous pouvez l'utiliser sans payer 5 francs suisses à Morgane, d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a pas le RIP dans la description.
préfère le dire, après je vais me faire allumer peut-être sur LinkedIn. Merci pour ton temps, Morgane, c'était trop Avec chouette. plaisir. Bon recrutement à toi. Il te Merci. reste encore quelques années pour staffer la moitié de Genève et on est bon. Exactement. À bientôt. À bientôt. Merci Léo. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.